Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este segundo día de la Escuela Internacional de Verano de la TIR. Comenzamos esta jornada con la formación titulada Militarismo, Guerra y Capitalismo, a cargo de Marielén, militante de Anticapitalismo y Revolución y del NPA. Una formación más que necesaria en este momento, donde tenemos un conflicto internacional en Ucrania, un próximo conflicto internacional también más que posible en África y diferentes tensiones a lo largo del mundo, como una muestra más de que el imperialismo sigue en plena forma. Muchas gracias y os dejo con Marielén. Salut à toutes et tous, et évidemment c'est un plaisir de démarrer ce cycle de formation à l'école d'été. Alors évidemment évoquer les relations consanguines entre le militarisme, la guerre et le capitalisme. C'est évidemment, vous allez voir, on va le voir tous et tout ensemble, plus que jamais d'actualité. Si on regarde une carte du monde d'aujourd'hui, on constate qu'il y a une quarantaine de pays sur la planète qui sont touchés sur leur sol par des affrontements armés, soit des conflits avec un autre pays ou des autres pays, soit des guerres civiles. Et à l'exception de la Russie et de l'Ukraine pour l'Europe, à l'exception de la Colombie pour l'Amérique du Sud, tous les pays touchés par la guerre se trouvent en Asie et en Afrique, qui sont les deux continents les plus pauvres de la planète. Et donc, il n'y a pas de hasard à ça. Jaurès, le premier peut-être à avoir exprimé ça en 1895, disait donc toujours votre société violente et chaotique, même quand elle veut la paix, même quand elle est à l'état apparent de repos, elle porte en elle la guerre comme la nuée dormante porte l'orage. Alors effectivement, Jaurès, Première Guerre mondiale, première boucherie inter-impérialiste, mais Deuxième Guerre mondiale, et puis si on regarde depuis la Deuxième Guerre mondiale, on constate qu'il n'y a pas eu un seul jour sans guerre. Si on cite quelques-unes des grosses boucheries dans lesquelles les pays impérialistes sont directement impliqués, pour ne citer que celle-ci, je vais faire une petite liste, vous allez voir, ça donne vite la nausée. L'Indochine, guerre d'Indochine, 1946-1954, 400 000 morts. La guerre de Corée, 1950-1953, 2 millions de morts. Le Vietnam, 1955-1975, 2 millions de morts. L'Algérie, guerre d'indépendance coloniale, 1954-1962, au moins 300 000 morts. Les guerres qui ont frappé l'Angola, ce pays d'Afrique, qui a connu la guerre en fait quasiment sans interruption de 1961 à 2002, 500 000 morts. La guerre du Biafra, qui est une petite partie au sud-ouest du Nigeria, entre 1967 et 1970, entre 1 et 2 millions de morts. Le Cambodge, 1970-1975, 300 000 morts. La guerre d'Iran-Irak, 1980-1988, entre 500 000 et 1 million de morts. Le Rwanda, avec le génocide qui a frappé la population Tutsi, entre 900 000 et 1 million de morts. Le Congo, 1998-2003, les chiffres sont probablement peut-être en dessous même de la réalité, 3 millions de morts. La guerre d'Irak, les guerres d'Irak, 40 000 morts entre 2003 et 2011. L'Afghanistan, pays en guerre depuis 1979 sans interruption, 150 000 morts. La guerre en Syrie depuis 2011, 400 000 morts. Et pour terminer évidemment ce tableau, la guerre en Ukraine,
Sombre tableau depuis 2022. Alors là aussi, les chiffres sont relativement incertains, mais les estimations, on parle de 200 000 morts du côté russe, des soldats russes, au moins 100 000 morts du côté des soldats ukrainiens, et du côté des civils ukrainiens, probablement plusieurs dizaines de milliers, surtout des enfants et des femmes. Alors, voilà, ce listing est un peu comme une litanie. C'est évidemment quelque chose qui marque profondément le monde dans lequel nous vivons. Et cette actualité, là, aujourd'hui, c'est celle de la guerre, on le sait. L'actualité récente, la guerre en Ukraine, les conflits entre la Chine et les États-Unis, qui font un peu rejaillir le spectre de cette troisième guerre mondiale. Pendant des décennies, on a parlé de guerre nucléaire. Alors, on ne sait pas si cette troisième guerre mondiale, elle sera nucléaire ou pas. En tout cas, il y a largement de quoi faire de ce côté-là, en sachant que la Russie et les États-Unis se partagent à eux seuls 90% de l'arsenal mondial. Alors, les chiffres, pareil, ça donne un petit peu des idées. Il y a 6 000 ogives pour la Russie, 5 400 pour les États-Unis. La France n'en possède que 290. Poutine se targue d'avoir le plus gros missile hypersonique porteur d'ogives, l'Avant-Garde, ça s'appelle. Alors, d'après Poutine, ça file à une vitesse de Mach 20. C'est capable d'atteindre Mach 27. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se déplace 27 fois plus vite que la vitesse du son, et que ça file à une vitesse, pour donner quelque chose peut-être de plus palpable, à 33 000 km par heure. On constate évidemment partout une hausse très importante des budgets militaires. Il y a un institut qui s'appelle l'Institut international de recherche sur la paix, qui est basé à Stockholm, le CIPRI, qui évalue les dépenses militaires mondiales en 2022 à 2244 milliards de dollars. C'est un record absolu. Et elles sont en hausse, ces dépenses, de 3,7% par rapport à 2021. Clairement, le CIPRI dit, et ça, je pense qu'on l'a constaté, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a été un des facteurs, évidemment, d'accélération de ces dépenses militaires. Mais c'est un mouvement plus profond. Si on regarde la décennie, en fait, 2013-2022, les dépenses militaires mondiales ont augmenté de 19%. Les 3 pays qui ont dépensé le plus dans l'armement en 2022, ce sont les États-Unis, la Chine et la Russie. À eux 3, en fait, qui représentent 56% du total mondial des dépenses militaires. En fait, les 3/4 des dépenses militaires ont lieu dans 10 pays au monde. Alors en plus de ces 3-là, il y a l'Inde, il y a l'Arabie Saoudite, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, l'Allemagne, le Japon et la France. Alors les États-Unis restent de loin le pays qui dépense le plus, 877 milliards de dollars en 2022. À eux seuls, c'est 39% des dépenses militaires mondiales, et c'est quand même déjà 3 fois plus que la Chine. Le CIPRI dit que, évidemment, l'augmentation des dépenses militaires des États-Unis en 2022, ça s'explique en grande partie par l'aide militaire et financière qu'ils ont fournie à l'Ukraine. Mais, en fait, cette aide militaire, financière et militaire directe à l'Ukraine ne représente que 2,3% des dépenses militaires totales des États-Unis. En Europe, pour finir, les dépenses militaires ont augmenté de 13% juste au cours de la dernière année, ce qui représente la plus grande augmentation annuelle dans cette région depuis la fin de la guerre froide. Alors, pour ce qui est de la France, on se souvient des propos, je pense, de Macron, il y a un peu plus d'1 an, qui disait qu'on allait entrer dans une économie de guerre. Cette déclaration, il l'a faite à une occasion un peu particulière, c'était en juin 2022, lors de l'inauguration d'un salon
qui s'appelle Oro Satori. Alors c'est quelque chose qui est très typiquement français, cette petite opération commerciale, vous allez le voir. Oro Satori, c'est un salon qui a lieu tous les 2 ans. C'est pas comme le Bourget, c'est quelque chose qui est uniquement réservé aux professionnels. C'est un genre de supermarché en gros de la mort, si vous voulez. C'est-à-dire que tu ne peux pas y rentrer si tu n'es pas déjà un marchand de canons, un marchand de la mort. Donc c'est, vous voyez, un grand salon, comme tu vois au salon de l'agriculture, mais là c'est pour acheter des armes, des drones, des chars d'assaut, et il faut montrer patte blanche pour y rentrer. En 2022, il y a 250 délégations qui sont venues provenant de 96 pays différents. Si vous allez sur le site du ministère de la Défense français, à propos de ce salon Oro Satori, vous avez une belle petite présentation. Après une édition annulée en 2020, le salon Oro Satori est de retour en 2022. Programme d'armement Scorpion, combattants du futur, futur hélicoptère des forces spéciales, drones, innovation. Le stand du ministère des Armées met à l'honneur les matériels en service dans les forces armées et les équipements de demain, autour d'une thématique, le combat collaboratif terrestre. Les visiteurs pourront découvrir sur le stand l'aérocombat, démonstration optronique en temps réel sur l'hélicoptère NH-90 Force Spéciale et présentation de l'hélicoptère interarmé HIE. Bon, je vous la fais bref, c'est rempli de petites considérations comme ça. Et on vous invite à une expérience immersive d'un tir de missile, d'essai de roulage d'un véhicule et d'un combat info-valorisé d'un saut en parachute. Je racontais ça à des camarades, je suis allé voir du coup la définition de tout un tas de ces termes, évidemment, sur mon téléphone. Du coup, depuis, je reçois, dès que je l'ouvre, des sollicitations de l'armée en disant engagez-vous. Voilà, les moteurs de recherche m'ont un peu dépisté. Et de fait, c'est quand même voilà, tout un tas de vocabulaire, mais qui correspondent en fait à toute une recherche, une innovation technologique uniquement destinée à produire de la mort. Alors, Macron, en juin 2022, donc juste après sa réélection à Oro Satori, qu'est-ce qu'il disait? Je cite: nous allons devoir durablement nous organiser, aller plus vite, réfléchir différemment sur les risques, les montées en charge, les marches pour reconstituer plus rapidement ce qui est indispensable pour nos armées, pour nos alliés, pour celles et ceux que nous voulons aider, une économie où nous ne pouvons plus vivre avec la grammaire d'il y a même un an. Alors, de ce discours aux actes, très peu de temps s'est écoulé avec le vote en France de ce qu'on appelle la loi de programmation militaire en avril 2023, 413 milliards d'euros pour les armées d'ici 2030. C'est 40% de plus par rapport à la précédente loi de programmation militaire. Pour Macron et le gouvernement et l'État français, avant il s'agissait de réparer les armées, là il s'agit de les transformer. Les transformer pour qu'elles soient en capacité de mener des guerres de haute intensité. Vous verrez ce vocabulaire apparaître partout aujourd'hui, selon le vocabulaire là, des stratèges, enfin des bouchers du XXIe siècle. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que entre 2025 et 2027, la France va consacrer 2% de son PIB aux dépenses militaires. En réalité, ces 2%, c'est la règle pour les pays de l'OTAN, généralement. Avec Trump, les États-Unis étaient à plus de 3%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le budget français de la défense, c'est le deuxième budget derrière l'éducation nationale. 43,9 milliards pour la défense. Pour l'éducation nationale, c'est 60 milliards. Et là, on a une programmation d'augmentation pluriannuelle, puisque ça va augmenter de manière régulière jusqu'en 2030. Alors pour l'État espagnol, je crois que le camarade Bizarre en a parlé hier,
Les dépenses sont également en augmentation depuis 2019. Merci le PSOE. On est passé de 0,9% du PIB en 2019 à 1,3% en 2021. Par habitant, en fait, c'est une augmentation de 239 euros à 350 euros. Et pour 2023, ce gouvernement-là actuel, dans l'État espagnol, il a programmé une augmentation de 25% des dépenses militaires. Personne ne s'en reste, camarades grecs le savent aussi. La Grèce est l'État de l'Union européenne où les dépenses militaires sont les plus élevées en pourcentage par rapport au PIB. 3,7% en 2022. Entre 2020 et 2021, les dépenses militaires ont augmenté de 57%. Il n'y a pas de Canadair, il y aura des Rafales et des F-16. Alors évidemment, tout ça, ça a une conséquence sur les chiffres d'affaires des grands groupes capitalistes du secteur de l'armement. Le numéro 1 de tous, c'est l'américain Lockheed Martin, numéro 1 mondial de l'armement, 67 milliards d'euros de revenus cumulés pour 2021. Pour donner une idée, c'est plus que ce que gagne par exemple McDo ou Coca-Cola. C'est 6 milliards de bénéfices nets. Alors évidemment, les chiffres, ça donne là encore un peu le tournis, voire la nausée quand même, mais c'est juste pour illustrer que de produire des moyens de faire mourir en masse, ça rapporte en fait énormément d'argent. Lockheed Martin, la première semaine de la guerre en Ukraine, c'est 20% d'augmentation directe de la valeur de leurs actions. Sur l'année 2022, c'est 23% d'augmentation de la valeur des actions. Northrop Grumman, c'est un autre gros groupe américain qui produit des navires de guerre, qui est le 4e grand groupe militaro-industriel du monde. Pareil, ça a augmenté de 23% au niveau de ses actions et sa valeur en milliards, c'est 23 milliards d'euros supplémentaires juste sur l'année 2022. On pourrait citer d'autres entreprises, les Anglais par exemple qui possèdent une entreprise qui s'appelle Big Aero Systems. Eux ils construisent des avions de combat, des chars, notamment le fameux char Challenger là, dont on a beaucoup parlé dans la guerre en Ukraine, qu'ils doivent envoyer là. Augmentation de la valeur boursière de 49,4%. En d'autres termes, dès que les bombes ont commencé à tomber en Ukraine, l'entreprise a vu sa valeur augmenter de 9,2 milliards d'euros. L'entreprise allemande Rheinmetall, qui construit les chars Léopard, eux, ils ont augmenté leur valorisation boursière de 151%. Stop, on pourrait faire toute la liste. Je vais quand même terminer par quelques grands noms de l'armement français. L'entreprise Thales, qui est beaucoup citée pour ses systèmes informatiques de détection de tout un tas de choses. Ses actions ont grimpé de 55% depuis le 24 février 2022. Safran, 9 milliards de plus de valeur pour ses actionnaires sur l'année 2022. Et ça, c'est qu'un début d'une certaine manière parce que les commandes sont faites aujourd'hui pour ces grands groupes industriels. C'est parce qu'aujourd'hui, on dépense en quelque sorte en Ukraine dans quelques jours des munitions qui sont produites en plusieurs mois, mais en fait, on vide les arsenaux des pays producteurs. Donc en fait, les pays producteurs visent à remettre évidemment du stock dans leurs arsenaux. Donc vous voyez, on a une machine en fait qui est lancée très probablement pour plusieurs années, indépendamment d'une certaine manière du sort de la guerre précisément en Ukraine. Dans mes lectures estivales, intéressantes pour comprendre comment réfléchissent les bourgeois, je vous conseille de lire aussi cette petite revue française géopolitique, ils appellent ça, qui s'appelle Conflit. C'est bien parce qu'on voit bien le point de vue de tous ces gens-là.
il y a une interview d'un grand patron de Thales, d'accord, qui a été publié le 6 juin dernier. Alors le titre de l'interview, c'est Thales face aux enjeux de l'industrie de la défense. C'est une interview ou un entretien qui est mené avec Christophe Salomon, qui est le directeur général adjoint en charge des systèmes terrestres et aériens du groupe Thales. Bon, moi personnellement, je ne sais pas du tout évidemment ce Christophe Salomon. À mon avis, très peu de personnes connaissent Christophe Salomon. Sauf que le gars, en fait, les décisions qu'il prend, sans doute, elles ont un impact sur la vie, peut-être même plutôt sur la mort de millions de personnes. Et du coup, il y avait une petite biographie de ce Christophe Salomon. Je vous en fais une petite lecture parce que c'est très intéressant pour montrer quels sont les liens entre le système, entre guillemets, militaro-industriel français et l'État français et le grand patronat. Alors, la biographie de Christophe Salomon. Christophe Salomon est ingénieur de l'armement, diplômé de l'école polytechnique et de super-héros. Il a débuté sa carrière au ministère des Armées, où il a occupé divers postes de la Direction Générale de l'Armement. En 2012, il rejoint le cabinet de Jean-Yves Le Drian, ministre socialiste de la Défense à cette époque, en qualité de conseiller technique, puis conseiller pour les affaires industrielles, qui tiendra jusqu'en 2017. En 2017, il rejoint le groupe EDF, Électricité de France, en qualité de directeur des systèmes d'information, cybersécurité, etc. En 2020, il est donc devient membre du comité exécutif du groupe Thales. Et en 2023, Christophe Salomon est nommé vice-président du Conseil général de l'armement par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, ministre actuel qui lui n'est pas socialiste, mais voilà, tous ces gens-là se nomment et se cooptent les uns les autres. Alors c'est une belle petite biographie, c'est d'ailleurs le seul mérite de cette biographie de ce marchand de mort, qui nous montre bien en fait l'interpénétration entre l'État, les groupes du secteur de l'armement, la filière de l'énergie nucléaire en France, parce que tout ça évidemment est totalement lié. Alors, pour donner quelques sous-titres, la DGA en France, c'est quoi? C'est la Direction Générale de l'Armement. C'est quelque chose qui a été mis en place par De Gaulle en 1961, dans l'optique de doter de la bombe nucléaire voilà, la France, pour assurer l'indépendance militaire de la France. Et voilà, pour ça, il fallait, comme aux États-Unis en fait, une industrie militaire forte et donc des moyens d'État. La DGA, c'est des ingénieurs qui ont le statut militaire et qui pilotent le secteur industriel de la défense et qui en fait assurent le lien avec les entreprises, le secteur en fait industriel lié à la défense et qui fait le service après-vente d'exportation. Vous savez, quand Macron ou les autres avancent, se rendent dans les autres pays, souvent ils trimballent tout un tas de gens avec eux et on va vendre des Rafales, tout un tas d'engins de guerre, et souvent vous avez ces gens-là de la DGA. Dans les années 1960 et 1970 en France, c'est sous l'impulsion en fait de cette direction générale de l'armement que l'industrie française d'armement s'est concentrée, s'est modernisée, que l'État a construit même des arsenaux, par exemple ceux de la DCAN, des entreprises semi-publiques. Il y avait un mélange entre capitalisation privée et intervention de l'État. Après, on a eu une vague de privatisation, de restructuration, toujours sous l'impulsion de la DGA, pour faire naître des grands groupes. C'était l'époque du début de l'hyperconcurrence avec les autres grands groupes à l'échelle internationale. Donc il fallait pouvoir rivaliser avec des mastodontes américains. Et donc on a donné naissance, par exemple, aujourd'hui en France, à des grands groupes comme Naval Group ou Nexter, qui sont entièrement privés. Mais évidemment, on a aussi des liens toujours avec l'État. On peut citer évidemment les actionnaires comme Dassault,
qui sont voilà, des grandes familles du lobby militaro-industriel français, les pères, les fils, des grands corrupteurs, d'ailleurs, voilà, de tout un tas de voilà, des systèmes locaux et nationaux qui sont connus pour tout un tas d'affaires judiciaires crapuleuses, affaires d'État, crimes d'État. Voilà, tous ces gens-là se mélangent évidemment allègrement autour des conseils d'État, des conseils d'administration. Et général de l'armement, là c'est pareil, si vous allez sur le site public France.fr, sur les services publics, on vous explique tranquillement ce que c'est que le Conseil général de l'armement. C'est quelque chose qui est compétent pour donner des avis sur les questions relatives à l'armement, aux industries de la défense, aux corps militaires, etc. Donc, on a quelque chose qui est chapeauté par l'État à deux niveaux, Direction générale de l'armement, Conseil général de l'armement, et derrière, on a le groupe Thales, qui lui est né de la fusion voilà, de Topson et de Dassault Électronique, qui aujourd'hui est le numéro 1 français de l'armement. 60% de ses activités sont directement liées à l'armement. L'État reste actionnaire à 26% de ce groupe. C'est 80 000 salariés. C'est un groupe qui est par ailleurs très connu pour plein d'affaires judiciaires. La dernière en date, c'est une plainte qui est déposée par un homme d'affaires indien qui réclame 11 millions d'euros parce qu'il dit que voilà, il a été un peu l'entremetteur pour que la France, via Thales, décroche un marché de rénovation d'avions de chasse. Bon, et puis on aura oublié de lui payer une partie de sa commission. Voilà, 11 millions d'euros, c'est vrai que par rapport aux milliards de profits, c'est pas beaucoup, donc il est un peu en colère, donc il a porté plainte. Voilà. Faut bien imaginer que la corruption, les affaires, les crimes d'État, c'est les trois mamelles du complexe militaro-industriel. Quand Macron a accueilli le dirigeant d'Inde, Modi, au 14 juillet, il a permis à Modi de faire un grand meeting dans la région parisienne, je ne sais pas si vous avez vu ça, dans lequel ce dirigeant a déroulé, mais très tranquillement, une propagande fasciste, fascisante. Bon. Je ne sais pas si on avait l'autre bout du truc, mais l'Inde venait de signer en fait une commande de 26 avions Rafale au groupe Dassault. Voilà, donc il y a évidemment plein de façons d'avoir du sang sur les mains. Voilà. Alors, je reviens à l'interview de ce Christophe Salomon, je terminerai avec voilà, ce Christophe Salomon. On essaiera de plus trop en parler à la poubelle, Christophe Salomon, mais on lui pose une question. On lui dit, mais l'économie de guerre est définie dans la loi de programmation militaire comme la capacité à produire plus vite et à tout maîtriser. Que pensez-vous de cette définition? Et pensez-vous que ce modèle soit applicable dans la durée pour l'entreprise que vous représentez? Il répond, je rejoins cette définition qui me semble très adaptée à une logique de conflictualité accrue, au titre de laquelle les armées doivent accéder au plus vite à des volumes plus importants de matériel et forcément à des coûts maîtrisés. En résumé, il enchaîne, la logique d'économie de guerre dans le principe de produire plus et plus vite, je la rejoins complètement et cela nous aidera même à être plus performants sur les marchés d'exportation. Pour autant, mon alerte serait de vouloir sacrifier la performance. L'excellence de nos produits a contribué à l'excellence de nos armées et quelque part installer nos industriels comme étant les plus performants au monde. C'est aussi l'excellence technologique qui est sous-jacente, c'est la formation de nos ingénieurs, etc., etc. Dans le classement des pays les plus pacifiques, qui est effectué par un think tank qui est basé en Australie, qui s'appelle l'Institute for Economics and Peace, qui fait ça depuis 2008. Ils font un indice, ça fait ça le Global Peace Index. En 2023, la France arrive 67e sur 163 pays au monde. Pour élaborer ce classement, ce think tank s'appuie sur 3 indicateurs. Voilà. Quantitatif et qualitatif, comme il dit, répartis en 3 domaines. Le niveau de sûreté et de sécurité du pays,
les terroristes, les homicides, l'ampleur des conflits internationaux et internationaux en cours. Est-ce qu'il y a une guerre civile? Est-ce qu'il y a un conflit avec un autre pays? Et troisième chose, le degré de militarisation, c'est-à-dire le budget de la défense, le nombre de soldats, l'armement, l'arsenal nucléaire. Sans surprise, c'est dans ce dernier domaine que la France est la plus mal classée. Si on regarde uniquement le classement dans le degré de militarisation de domaine, sur les 163 pays du classement, la France arrive au 159e rang. Elle n'est dépassée que par la Corée du Nord, les États-Unis, la Russie et Israël. Alors pourquoi la France se distingue par le surdéveloppement en fait, de son industrie militaire, 7e puissance mondiale sur ce domaine, 3e exportatrice d'armes, c'est ce qui lui permet probablement de garder son rang de grande puissance. Depuis des siècles, le militarisme de la France a toujours constitué une expression d'une politique de compensation en fait, par la violence militaire de ses faiblesses économiques. Préserver ses chasses gardées en Afrique tout particulièrement. Il y a un militant, chercheur très intéressant, Claude Sarfati, anticapitaliste par ailleurs, qui sert un peu de référence dans ce domaine, qui en 2017 expliquait qu'il y avait eu 111 interventions de l'armée française hors de ses frontières depuis 1980. Ça permet de mesurer en fait en quoi la France en fait essaye de compenser d'une certaine manière sa perte au niveau de l'industrie, de sa capacité en fait à produire uniquement sur ce terrain industrialo-militaire et forcément pour ça il faut engager ses armées. Aujourd'hui, même si la France évidemment cherche à préserver ses précarés, on le voit encore avec ce qui se passe au Niger depuis quelques jours, la France se prépare à ce qu'on appelle des guerres de haute intensité. C'est quoi? C'est-à-dire des conflits d'État à État. D'ailleurs, elle mène depuis 2021 à bas bruit une grande opération militaire d'entraînement qui s'appelle l'opération Orion, qui se mène dans différents coins de France. Par exemple, là, dans la dernière phase, la phase numéro 4, au mois d'avril, en Champagne-Ardenne, dans un espèce de lieu qui est réservé à l'armée. Alors c'est des champs, mais c'est aussi des villages entiers, des villes en fait reconstituées, comme on s'entraînerait pour des guerres urbaines en fait de l'Ukraine. Ils ont déployé 12 000 soldats au sol, avec des avions, des connexions avec toutes les forces militaires et stratégiques. C'est des tests grandeur nature, on teste tout, de la transmission à la logistique, etc. Le ministère de la Défense dit qu'il y a 3 objectifs principaux à cette opération. La conduite d'une opération aéroterrestre de haute intensité face à un adversaire à parité, l'intégration des effets opérationnels dans tous les milieux et tous les champs, et la crédibilisation du rôle de nation cadre par la France. 2600 véhicules, 400 véhicules de combat, etc. Il y a un ancien général de division qui est aujourd'hui consultant, qui dit les guerres de demain, français, qui s'appelle Vincent Desportes. Les guerres de demain ne seront pas les guerres du terrorisme, c'est une parenthèse qui va se refermer. Les guerres de demain seront probablement des guerres interétatiques qui pourront être extrêmement violentes, même si probablement pas très longues. Il faut donc que l'armée française s'y prépare. C'est vrai qu'au cours de ces dernières années, quand la France intervenait quelque part, souvent c'était pour texte de lutte antiterroriste. Aujourd'hui, c'est plus ça, exactement, ça peut revenir, mais en tout cas, le créneau actuel, c'est plus celui-là. Guerre de haute intensité, à parité, donc évidemment, les pays ne sont pas cités nommément, on ne dit pas ça sera contre la Russie, c'est pas contre la Turquie, mais tous ces pays-là, évidemment, sont observés de près. Il y a l'arrière-fond, évidemment, entre le camp de la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre, voilà, tout ça. L'occasion fait de la ronde d'une certaine manière.
Et si Macron, aujourd'hui, son gouvernement est le maître d'œuvre d'une telle orientation, c'est parce que c'est un bon serviteur de la bourgeoisie française, l'augmentation exponentielle du budget de l'armée, le durcissement autoritaire du pouvoir, qui a été matérialisé par la militarisation, d'une certaine manière, de la société, la militarisation de la répression, on l'a vu avec les Gilets jaunes, aujourd'hui, à l'occasion du déchaînement de violence depuis l'assassinat de Naël, le régime d'exception sanitaire pendant le Covid, le discours de Nouméa du 24 juillet dernier, territoire colonial, Macron, l'ordre. Voilà. Et, bon, je vais citer un article du Monde un peu peut-être plus anecdotique, mais qui raconte quelques séances d'un séjour de cohésion du service national universel qui se met en place en France, à bas bruit. Pourquoi à bas bruit? Parce que c'est très chaotique, ils ont du mal, il y a une résistance, c'est pas si simple que ça, il y a une défiance évidemment énorme, mais quand même, ils avancent sur cette mise en place du SNU, et ça donne quand même une idée du truc pour parachever un peu cette ambiance de militarisation. C'est un article du Monde publié le 14 juillet dernier, donc voilà, dans la presse tout à fait accessible. Il est 7h50, ils le savent désormais, ils n'ont pas intérêt à être en retard pour la levée des couleurs qui commence à 8h tapante. Le silence se fait avant qu'une bande-son donne le départ de la levée du drapeau français, hissé par 2 volontaires sur un mât fabriqué par l'occasion. Tous entonnent ensuite en chœur la Marseillaise. Les premiers jours ont été difficiles, avec toutes les règles à intégrer. Les horaires doivent être respectés, les uniformes correctement mis, et des manquements répétés au règlement peuvent conduire à un conseil de discipline. On a pris cher, bien des jeunes. Leurs sanitaires n'étant pas nettoyés correctement, ils ont dû faire des pompes et des tours de terrain en courant en guise de punition. Depuis, les sanitaires sont propres et les jeunes ont pris leur marque. Plus grave, enfin je ne sais pas si c'est plus grave, mais dans la même lignée, la journée du lundi a été consacrée à la sécurité intérieure. Des policiers, des gendarmes et des sapeurs-pompiers sont venus présenter leur métier et les volontaires ont ensuite participé à une reconstitution. Alors, d'accident de la route, même s'ils en parlent peu, les émeutes provoquées par la mort de la haine est dans toutes les têtes. J'avoue, bien des jeunes, le policier a réussi à me faire changer d'avis sur sa profession. J'en avais pas une bonne opinion, mais j'ai pu comprendre leurs difficultés. Reconnaît un des jeunes qui vit à Nanterre. Et Nathan, qui habite à Paris, qui a participé à la marche blanche en hommage à Naël. Il ne faut pas faire de généralité. Les policiers ont des torts, et les casseurs aussi, jusqu'à aujourd'hui. Bon, j'arrête là. Voilà, cette mise en condition. J'aurais pu citer quand même sur le SNU l'hospitalisation de 17 jeunes qui ont fait leur stage de cohésion du SNU au mois d'avril dans les Hautes-Alpes. On leur a fait faire un bivouac à 2500 mètres d'altitude. Ils ont été pris de vomissements, d'évanouissements, de crises de panique. Ils ont été évacués à l'hôpital de Gap. Insolation. La force de caractère, sans doute. J'aurais pu citer aussi l'enquête ouverte pour agression sexuelle aggravée après la plainte déposée par une jeune qui a participé à un stage de cohésion dans un stage du SNU contre un encadrant militaire dans un lycée du secteur de Châlons en Champagne au mois de mai, ou bien une plainte saisie là aussi par le procureur de la République suite à des accusations de racisme et d'humiliation répétées visant un commandant lors de ses jours en juillet 2022 dans les Hauts-de-Seine. Un sacré triptyque, l'armée, l'État, l'éducation nationale complice pour mettre aux ordres toute une partie de la jeunesse. Crossons l'air et rompons les rangs, bientôt des mots d'ordre sans doute qu'il va falloir adapter à cette nouvelle forme d'enrégimentement. Ça n'arrive pas par hasard, on le voit, c'est dans ce contexte.
de préparation des esprits à la guerre. Le fait que le nombre de volontaires qui passent pour l'instant ça reste du volontariat, ne cesse quand même d'augmenter. En 2019, c'était anecdotique, c'était 2000 jeunes en France, 14 600 en 2021, 32 000 en 2022, et simplement là, sur les 6 premiers mois de 2023, 23 000. Et on le sait, à partir de mars 2024, le SNU va devenir intégré en fait au temps scolaire pour les lycéens de seconde, alors toujours volontaire, mais évidemment le fait que ça soit généralisé et intégré au temps scolaire, on voit bien les dangers que ça va représenter. Alors désolé, j'ai beaucoup détaillé la situation franco-française, mais bon, c'est un peu obligé parce qu'on sait que depuis Karl Knecht, l'ennemi principal est dans notre propre pays. Je vais terminer pour voilà, quelque chose de plus général et plus fondamental. En fait, si on regarde les textes, notamment écrits par Rosa Luxembourg en 1913, elle dit que le militarisme, c'est une fonction déterminée en fait dans l'histoire du capital. Que ce militarisme, il a accompagné toutes les phases historiques de l'accumulation. Et elle explique en fait l'indissociabilité de la relation entre le militarisme et le capital. Elle dit que dans la période d'accumulation primitive, c'est-à-dire au début du capitalisme, le militarisme il a joué un rôle déterminant dans la conquête, par exemple, du Nouveau Monde. Ça a servi à conquérir les colonies modernes, à détruire les organisations sociales primitives, à s'emparer de leurs moyens de production, à introduire par la contrainte les échanges commerciaux, etc. Ça a aidé en fait à créer et à élargir les sphères d'intérêt du capital européen dans tous les territoires à l'extérieur de l'Europe, à extorquer en fait voilà, tous les biens des pays colonisés. Et en fait, ça a aussi évidemment été une arme de faire valoir de concurrence entre les pays capitalistes qui étaient en lutte justement pour la conquête coloniale. Donc elle dit que voilà, c'est fondamental ce militarisme, mais qu'il y a plein de volets à ça en fait. Les dépenses militaires, c'est pas simplement des choses à caractère politique qui permettent d'asseoir la domination impérialiste du monde. Elles ont en fait une importance économique centrale. En fait, déjà Engels, il avait montré ça en polémiquant avec Düring en 1878, par le biais des relations entre le militarisme et le développement technologique du capitalisme. Il affirmait que l'histoire montre que la conduite des guerres repose sur la production d'armes qui dépend elle-même en fait de l'état de l'économie et plus précisément du développement industriel et technologique. Car il disait, je le cite, « L'industrie reste l'industrie, qu'elle s'oriente vers la production ou la destruction d'objets. » Si on regarde, vraiment je vais essayer d'accélérer un peu. Depuis la Seconde Guerre mondiale, toutes les dépenses militaires, elles ont assuré la relance, elles ont tiré l'économie capitaliste. L'effort de guerre américain a fait sortir en fait le monde de la dépression des années 30, avec le prolongement direct de la guerre de Corée, ce boom économique du début des années 50, etc. En fait, pourquoi il n'y a plus de récession jusqu'aux années 70 c'est la litanie du début, jusqu'au Vietnam et en Asie du Sud-Est. Qu'est-ce qui a permis le miracle des 30 glorieuses, le développement économique allemand, japonais, etc. Mais c'est ça en fait. C'est le développement technologique lié aux interventions militaires impérialistes jusqu'au milieu des années 70. Toutes les dépenses publiques militaires en fait sont utilisées en tant que mesure anticyclique destinée à dominer ou à contenir les crises économiques, à assurer la relance économique et la croissance. Et Rosa Luxembourg elle a apporté quelque chose d'essentiel en montrant que le militarisme a une autre fonction majeure.
En fait, pour le capital, d'un point de vue purement économique, c'est un moyen privilégié de réaliser la plus-value. En d'autres termes, en fait, c'est un champ en tant que tel d'accumulation. Pourquoi ça? En fait, la production d'armement, c'est une destruction, en fait, de forces productives. C'est-à-dire qu'en fait, on mobilise des ressources énormes dans une production qui est destinée à remplacer continuellement du matériel qui est toujours très vite dépassé, qui devient très vite inadéquat face aux nouvelles inventions, mais aussi face à une destruction réelle, potentielle, quand on utilise réellement ces engins de guerre en fait. Il y a donc une spécificité propre aux dépenses militaires, sur le plan strictement économique, qui les différencie des autres dépenses publiques même, qui justifient leur croissance exponentielle. Pourquoi elles sont maintenues et même augmentées en période de crise, alors que l'État sabre dans les autres dépenses publiques et principalement dans celles, par exemple, qui ont un caractère social. Le militarisme, il permet d'assurer une fonction, en fait, d'accroître la demande et de réaliser de la production, de créer des emplois, si vous voulez, la fameuse question de la demande. Mais en plus de ça, ça détruit les forces productives. Normalement, c'est des fonctions qui sont dévolues aux crises du capitalisme, que le militarisme exécute de manière violente à l'occasion des guerres, mais aussi de manière finalement non violente à bas bruit, de manière régulière et systématique dans le cadre de l'économie d'armement ou de la préparation de la guerre. En fait, c'est une espèce de fonctionnement intrinsèque au capital. C'est-à-dire que cette économie de guerre, cette économie d'armement, elle est l'expression en fait aiguë d'une fonction de dévalorisation permanente du capital, de destruction de ses forces productives qui maintiennent en fait sa rentabilité. C'est à la fois un parasite gigantesque, ces dépenses d'armement, c'est-à-dire quand on regarde ça, c'est ce qu'on dit nous, il faut dépenser pour la santé, pas pour la guerre, mais ça c'est pas possible parce qu'en fait pour le capital, en fait c'est une forme d'entraînement de la production, mais c'est aussi en fait quelque chose qui permet de revaloriser en permanence la rentabilité du capital. Et c'est pour ça que les États en fait sont des béquilles permanentes à ces dépenses d'armement. C'est-à-dire que c'est à la fois une garantie, si vous voulez, à la puissance de ces industries d'armement, mais c'est aussi une garantie apportée au taux général de profit de l'ensemble de l'économie en raison des liens directs et indirects que ce secteur entretient avec le reste de l'économie. C'est pour ça que ce secteur de l'armement, il est traité en privilégié. Contrairement à tous les discours sur la main visible du marché ou la concurrence libre et non faussée, non, ça, c'est pas possible pour les secteurs de l'armement. On va mettre le maximum de ressources au service des marchands d'armes pour stimuler. Et d'ailleurs, en France, comme dans tous les autres pays du monde capitaliste, le secteur de l'armement il est garanti d'une certaine manière par des espèces de sociétés d'assurance qui garantissent les investissements et les ventes. Si jamais un contrat ne va pas jusqu'au bout avec un pays, en fait, c'est un système d'assurance qui a longtemps été pris en charge par des fonds publics qui payent en fait le marchand d'armes. En fait, les dépenses d'armement pour l'économie capitaliste, c'est une forme d'entraînement, mais c'est un facteur d'équilibre. C'est absurde. Mais en fait, c'est l'absurdité profonde de ce système de production qui, à tout moment, a besoin de s'autodétruire pour se rémunérer, de purger en fait le capital en excédent. Marx disait que la barrière du capital, c'est le capital lui-même. Et bien, effectivement, pour le mettre en valeur, il faut remettre en cause son existence. Et donc, il faut détruire pour produire, etc. Voilà. Donc, pour essayer de comprendre, évidemment, nos tâches à nous, pour terminer, bien sûr, il faut dénoncer, refuser l'embrigadement idéologique derrière les drapeaux, les hymnes nationaux, la question du SNU. Bien sûr qu'il faut refuser de servir de chair à canon pour les profits des industriels. Bien sûr qu'il faut dénoncer ce militarisme, ces dépenses extravagantes. Bien sûr qu'il faut exiger l'arrêt des interventions militaires de notre propre impérialisme. Bien sûr, il faut exiger le retrait des troupes russes de l'Ukraine. Bien sûr, il faut dénoncer les grandes manœuvres de l'OTAN, la surenchère guerrière de celui-ci face à la Russie, face à la Chine, exiger le démantèlement de l'OTAN.
Bien sûr, il faut expliquer que ceux qui nous parlent de la défense des droits de l'homme et de la démocratie pour justifier l'envoi de troupes et de matériel de guerre aux quatre coins de la planète, expliquer que ce sont les mêmes que ceux qui nous exploitent, qui nous matraquent et qui nous mutilent ici. Tout ça, c'est des éléments de propagande de base pour les communistes révolutionnaires que nous sommes. C'est nos tâches élémentaires. Et d'ailleurs, toute l'extrême gauche révolutionnaire devrait être capable de mener ensemble pour tenter d'être un peu audible face à la propagande des classes dominantes. Mener ensemble cette propagande. Mais évidemment, mener ça, c'est sans perdre de vue que ce qui pourra réellement écarter le risque de guerre. Ici, partout, demain, dans 10 ans, à l'échelle d'un continent, voire du monde entier, c'est préparer la révolution, le renversement du capitalisme. Le problème, c'est pas d'être le meilleur pronostiqueur de quand éclatera la Troisième Guerre mondiale. Lundi, demain, après-demain, la semaine prochaine, dans un an. Sans doute, c'est inévitable dans ce système. Mais de construire, en fait, des organisations révolutionnaires capables d'intervenir dans toutes les situations de chaos qu'engendre de manière cyclique le capitalisme. Parce que ce chaos, c'est aussi les conditions propices à faire émerger les conditions de pouvoir en finir avec lui. Comprendre ça, c'est comprendre qu'on ne peut pas se contenter de discours très généraux contre la guerre, pour la paix, le désarmement. Si on dissocie le problème de la guerre et du militarisme de l'ensemble des problèmes posés par le capitalisme, surtout en ce moment, en son stade suprême et dégénéré de l'impérialisme, c'est la déroute assurée pour nous. Comme on le dit souvent dans nos slogans, le capitalisme c'est la guerre, la révolution nous coûtera moins cher. Je terminerai par 2 citations qui nous renvoient à 2 tâches, à mon avis, fondamentales pour nous. En 1916, Lénine écrivait dans un texte intitulé « À propos du mot d'ordre de désarmement ». Le désarmement est l'idéal du socialisme. Dans la société socialiste, il n'y aura plus de guerre, par conséquent le désarmement sera réalisé. Mais ce n'est pas être un socialiste que d'espérer la réalisation du socialisme en dehors de la révolution sociale et de la dictature du prolétariat. La dictature est un pouvoir d'État qui s'appuie directement sur la violence. La violence au XXe siècle, comme du reste en général à l'époque de la civilisation, ce n'est pas le poing fermé ni la trique, mais l'armée. Inscrire le désarmement au programme, c'est donc dire, de façon générale, nous sommes contre l'emploi des armes. Il n'y a pas plus de marxisme là-dedans que si nous disions nous sommes contre l'emploi de la violence. Oui, pour préparer la paix, préparons la révolution. En 1940, dans le manifeste d'Alarme, manifeste de la 4e internationale sur la guerre impérialiste, Trotsky écrivait « Indépendamment du cours de la guerre, nous remplirons nos tâches fondamentales. Nous expliquons aux ouvriers que leurs intérêts et ceux du capitalisme assoiffé de sang sont irréconciliables. Nous mobilisons les travailleurs contre l'impérialisme. Nous propageons l'unité des travailleurs dans tous les pays belligérants et neutres. Nous appelons à la fraternisation des ouvriers et des soldats dans chaque pays et des soldats avec des soldats de l'autre côté de la ligne du front. Nous mobilisons les femmes et les jeunes contre la guerre. Nous menons un travail constant, persistant, inlassable, de préparation à la révolution dans les usines, les ateliers, dans les villages, dans les casernes, au front et dans la flotte. Tel est notre programme. Prolétaires du monde, il n'y a pas d'autre issue que vous unir sous le drapeau de la 4e internationale. Vamos,